Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, mais aussi très sensible, les signes précoces de la démence. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut poser une base essentielle, parce que beaucoup de gens s'inquiètent très vite lorsqu'ils remarquent un oubli, une confusion, une difficulté à trouver leurs mots, ou un petit changement dans leur comportement. Et c'est compréhensible. Dès qu'il est question du cerveau, de la mémoire ou des capacités mentales, la peur monte très vite. Mais justement, cette peur peut parfois nous pousser à tirer des conclusions trop rapides. Un oubli ne veut pas forcément dire démence. Un moment de confusion ne veut pas forcément dire déclin cognitif. Une difficulté à se concentrer ne veut pas forcément dire maladie neurodégénérative. Et cela, il faut vraiment l'entendre avant d'aller plus loin. Parce que lorsqu'une personne est très stressée, très fatiguée, qu'elle dort mal, qu'elle vit une période émotionnellement lourde ou qu'elle a un déséquilibre métabolique, elle peut présenter des symptômes qui ressemblent à ceux d'un trouble cognitif, sans pour autant être dans une vraie démence. Le manque de sommeil, les variations de glycémie, l'épuisement nerveux, les tensions relationnelles, certaines carences, certains médicaments ou simplement un état de surcharge mentale peuvent parfois troubler la mémoire, le langage, l'attention et la clarté mentale. C'est pour cela qu'il faut rester prudent. L'un des pires réflexes, quand on aime quelqu'un, c'est de commencer à le diagnostiquer soi-même. Dire à son conjoint, à sa mère, à son père ou à un proche « tu as sûrement la démence », simplement parce qu'il oublie certaines choses ou parce qu'il cherche parfois ses mots, peut faire énormément de dégâts. Parfois, ce n'est pas seulement inutile. Parfois, cela aggrave même la situation. Pourquoi ? Parce que plus on rappelle à quelqu'un ses erreurs, plus on augmente sa tension intérieure, son anxiété, sa peur de se tromper, sa honte, sa crispation. Et plus on peut finir par perturber encore davantage ses capacités. Lorsqu'une personne est sans cesse corrigée, reprise, surveillée, rappelée à ses oublis, elle peut entrer dans une forme de stress cognitif permanent. Elle commence à parler avec moins de naturel, elle doute plus, elle hésite plus, elle se met à chercher ses mots avec plus de tension. Et au bout d'un moment, cette pression peut donner l'impression qu'il existe un vrai problème neurologique, alors qu'une partie du trouble est aggravée par la dynamique relationnelle elle-même. Autrement dit, la manière dont on réagit à ces signes est presque aussi importante que les signes eux-mêmes. Alors dans cette vidéo, le but n'est pas de vous faire peur. Le but n'est pas de vous pousser à diagnostiquer quelqu'un. Le but n'est pas non plus de remplacer un professionnel de santé. Le but est de mieux comprendre ce qu'on appelle la démence, mieux comprendre quels signes peuvent alerter, mieux comprendre ce qui, selon le texte source, peut jouer un rôle dans ce type de déclin, et surtout, mieux comprendre ce qui peut être mis en place très tôt pour soutenir le cerveau, le métabolisme, le microbiote et l'hygiène de vie générale. Commençons donc par une définition simple. Quand on parle de démence, on parle d'un déclin des fonctions mentales. Cela peut concerner la mémoire, le langage, l'orientation, l'attention, la capacité à planifier, à organiser, à comprendre certaines situations ou encore à bien fonctionner dans la vie quotidienne. Le texte source explique qu'au niveau du cerveau, certaines structures peuvent s'atrophier, c'est-à-dire rétrécir, en particulier une région très importante appelée l'hippocampe. L'hippocampe joue un rôle majeur dans la mémoire, l'apprentissage, le langage, l'orientation spatiale et la cohérence de certaines fonctions cognitives. Quand cette région commence à moins bien fonctionner ou à perdre en volume, certaines capacités peuvent progressivement diminuer. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'un symptôme ressemble à quelque chose qu'il faut conclure immédiatement. Ce qui compte, c'est la répétition, l'évolution, le contexte global et l'évaluation sérieuse de la situation. Voyons maintenant les 6 signes précoces mis en avant dans le document. Le premier signe, c'est la difficulté à organiser et à planifier.
Ce point est souvent sous-estimé parce qu'on pense d'abord à la mémoire quand on évoque la démence. Pourtant, bien avant les grands oublis, certaines personnes commencent à avoir plus de mal à structurer leurs pensées, à planifier une action, à gérer plusieurs étapes d'une tâche ou à garder une logique claire dans l'enchaînement des choses. Par exemple, quelqu'un qui gérait autrefois très bien ses papiers peut commencer à se sentir dépassé par des démarches simples. Quelqu'un qui organisait naturellement sa journée peut se disperser. Quelqu'un qui savait suivre un plan, préparer un rendez-vous, faire une liste cohérente ou anticiper des étapes peut commencer à perdre en fluidité. Ce n'est pas forcément spectaculaire au départ. Cela peut être discret. Cela peut être mis sur le compte de la fatigue, du stress, de la charge mentale ou de l'âge. Mais quand cette difficulté devient plus marquée, plus inhabituelle, plus fréquente, elle peut constituer un signal à surveiller. Le deuxième signe, ce sont les changements de personnalité. Là encore, il faut rester très prudent, parce que la personnalité peut être influencée par de nombreux facteurs. Une personne peut changer à cause d'une dépression, d'une anxiété, d'un burn-out, d'un deuil, d'un trouble du sommeil, de douleurs chroniques, d'un isolement ou d'un traitement médicamenteux. Mais dans certains cas, un changement notable de personnalité peut aussi faire partie des signes précoces d'un déclin cognitif. Cela peut se manifester par plus d'irritabilité, plus d'instabilité émotionnelle, plus de repli, moins de spontanéité, moins d'adaptation, ou une manière différente d'interagir avec le monde. Une personne autrefois souple peut devenir plus rigide. Une personne autrefois calme peut devenir plus réactive. Une personne autrefois vive socialement peut se retirer. Parfois, ce ne sont pas de grands changements, mais de petits glissements répétés. Encore une fois, pris isolément, cela ne suffit pas. Mais replacé dans un ensemble, cela peut avoir du sens. Le troisième signe cité dans le texte est assez surprenant pour beaucoup de gens, la constipation. Et là, il faut bien comprendre l'idée centrale du document. Il ne dit pas que la constipation signifie automatiquement démence. Il dit que la constipation peut faire partie des signes précoces, notamment à cause du lien très fort entre l'intestin et le cerveau. Nous avons longtemps séparé ces deux mondes, d'un côté le cerveau, de l'autre la digestion. Mais en réalité, ils sont profondément liés. L'intestin est parfois décrit comme un deuxième cerveau, non pas parce qu'il pense comme le cerveau, mais parce qu'il possède un réseau nerveux immense, qu'il produit ou influence de nombreux messagers chimiques et qu'il dialogue en permanence avec le système nerveux, notamment via le nerf vague. Le texte insiste aussi sur le rôle du microbiote, cet ensemble de bactéries et de micro-organismes présents dans l'intestin qui participent à la fabrication de certains neurotransmetteurs et influencent de nombreux aspects du fonctionnement global. Dans cette logique, si l'intestin est perturbé, si le microbiote est déséquilibré, si le transit est ralenti, cela peut parfois accompagner ou refléter un problème plus profond. Le texte souligne d'ailleurs que les personnes atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson présentent plus souvent de la constipation que celles qui n'ont pas ces troubles. Ce point est très intéressant, car il rappelle que la santé cognitive ne se limite pas au cerveau. Elle s'inscrit dans un terrain plus large: digestion, microbiote, inflammation, métabolisme, qualité du sommeil, stress, alimentation. Le quatrième signe mis en avant concerne les troubles sensoriels. Cela peut toucher l'odorat, le goût, l'audition, la vue, mais aussi l'appétit. Certaines personnes commencent à moins bien percevoir certaines odeurs, à avoir moins de plaisir gustatif, à voir leur rapport à la nourriture changer, ou à ressentir une baisse plus générale dans certaines fonctions sensorielles. Là encore, ces signes peuvent avoir beaucoup d'autres causes, mais dans une perspective plus globale, ils peuvent faire partie du tableau d'un déclin cognitif naissant. Puis, à mesure que les choses progressent, ce sont souvent l'attention, la concentration et la mémoire globale qui deviennent plus visiblement problématiques.
Le 5e signe, c'est le trouble du langage. C'est un point que beaucoup de gens remarquent très vite, car il est plus visible dans la vie quotidienne. Une personne peut commencer à chercher ses mots plus souvent, à se répéter, à mélanger certains termes, à perdre le fil de ce qu'elle voulait dire, ou à construire des phrases qui restent grammaticalement correctes, mais dont le sens devient plus flou ou plus incohérent. Le texte évoque même un cas particulier où la personne est capable de parler normalement sur la forme, mais pas sur le fond. Les phrases sortent, le débit est là, la structure semble intacte, mais ce qui est dit n'a pas vraiment de cohérence. Et on peut imaginer à quel point cela doit être frustrant pour la personne elle-même. Elle cherche à exprimer quelque chose de réel, mais le message ne parvient plus à s'ordonner correctement. Ce type de trouble est relié dans le document à l'hippocampe et à son altération progressive. Le 6e signe précoce est la difficulté à s'orienter dans de nouveaux lieux. C'est un point très parlant, car il rejoint l'idée que le cerveau possède une sorte de système de navigation interne. Quand cette fonction commence à être perturbée, une personne peut se sentir plus perdue dans des endroits nouveaux, avoir du mal à retrouver un lieu, à comprendre où elle se situe, à suivre mentalement un itinéraire ou à créer une carte intérieure cohérente de l'espace. Le texte compare cela à une perte de GPS interne. Là encore, une erreur ponctuelle ne veut rien dire à elle seule. Tout le monde peut se tromper dans un quartier qu'il ne connaît pas. Mais si cela devient plus fréquent, plus marqué, plus inhabituel, cela peut mériter une attention particulière. Après avoir posé ces 6 signes, le document source ne s'arrête pas au constat. Il développe aussi une série de pistes pour agir tôt, dans une logique de prévention ou de soutien, en insistant beaucoup sur l'alimentation, les carences, le microbiote, le jeûne et certains nutriments ou compléments. Et même s'il faut toujours garder un regard mesuré et ne pas remplacer un suivi médical par des conseils généraux, il y a là une vision intéressante, celle d'un cerveau qu'il faut nourrir, protéger, soutenir et aider avant que les choses ne deviennent trop avancées. Le premier grand point abordé, c'est la vitamine B1, aussi appelée thiamine. Le texte explique qu'une carence en B1 peut être associée à des problèmes touchant l'hippocampe, notamment à une atrophie. Il rappelle que cette carence est bien connue dans certains contextes, en particulier chez les personnes qui consomment beaucoup d'alcool, mais aussi chez celles qui mangent beaucoup de glucides raffinés. L'idée avancée est simple. Plus on consomme de glucides, plus le corps a besoin de vitamine B1 pour les métaboliser. Donc, si l'apport n'est pas suffisant, la demande devient trop forte et un déficit peut apparaître. Dans cette perspective, le texte recommande de soutenir l'apport en B1, notamment avec de la levure nutritionnelle, en privilégiant une version non enrichie en vitamines synthétiques. Il conseille également de réduire ou d'éliminer ce qui favorise la carence, l'alcool et l'excès de glucides raffinés. Le document précise toutefois qu'il reste possible de consommer des glucides issus des légumes. Le deuxième grand axe, c'est la réparation de l'intestin et du microbiote. Le texte insiste beaucoup sur la diversité du microbiome. Il explique que chez les personnes atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson, on retrouve souvent un manque de diversité bactérienne, ainsi qu'une inflammation intestinale. Dans cette logique, l'un des objectifs serait donc d'enrichir et de diversifier le microbiote. Comment ? D'abord par une plus grande variété de légumes. L'idée n'est pas de manger toujours la même chose, mais d'apporter différentes fibres, différents phytonutriments, différentes structures végétales capables de nourrir différentes populations microbiennes. Une alimentation monotone peut appauvrir cette diversité. Une alimentation plus riche et plus variée peut au contraire favoriser un écosystème intestinal plus solide. Ensuite, le texte parle du jeûne comme d'un moyen d'augmenter cette diversité. C'est un point intéressant, car intuitivement, on pourrait croire qu'en privant les microbes de nourriture, on les affaiblit. Mais le document soutient au contraire que certaines souches se renforcent, que de nouvelles dynamiques apparaissent, et que cela s'inscrit dans un ancien mécanisme d'adaptation.
Le texte rappelle aussi que le lien intestin-cerveau est bidirectionnel. Cela signifie que ce qui se passe dans le cerveau peut influencer l'intestin, et que ce qui se passe dans l'intestin peut influencer le cerveau. Il mentionne le rôle du nerf vague, la production de neurotransmetteurs par le microbiote, ainsi que la fabrication de certaines vitamines B par les bactéries intestinales elles-mêmes. Dans cette logique, améliorer le terrain intestinal, ce n'est pas juste améliorer la digestion, c'est aussi potentiellement soutenir le cerveau. Toujours dans le même axe, le texte attire l'attention sur le gluten et plus largement sur les céréales. Il affirme que certaines personnes ont observé de fortes améliorations en supprimant le gluten et va même plus loin en suggérant une alimentation pauvre en glucides et sans grains pour les situations cognitives de ce type. Il évoque également les aliments OGM et le glyphosate, présentés comme néfastes pour le cerveau, notamment parce qu'ils peuvent nuire aux microbes en perturbant certains mécanismes bactériens. Dans cette approche, le document recommande donc de privilégier des aliments biologiques et non OGM. Le troisième grand pilier proposé concerne les germes, en particulier les germes de brocoli riches en sulforaphane. Le raisonnement présenté est le suivant. La graine brute contient un potentiel nutritionnel, mais elle est plus difficile à digérer et ses nutriments sont moins disponibles. Quand elle germe, une grande richesse nutritionnelle devient accessible, avec des concentrations importantes de phytonutriments. Le texte présente le sulforaphane comme un élément particulièrement intéressant, non seulement pour son rôle déjà connu dans d'autres domaines, mais aussi pour la santé cérébrale et les troubles neurodégénératifs. Le document ajoute que les germes sont également très favorables à l'intestin et rappelle que le phénomène d'intestin perméable serait fréquent chez les patients atteints d'Alzheimer ou de Parkinson. Il recommande donc d'inclure régulièrement des germes dans les salades en soulignant qu'ils sont simples et peu coûteux à faire pousser soi-même. Le quatrième grand axe, très central dans le texte, c'est l'utilisation des cétones. Le document explique que dans certaines phases du déclin cognitif, le cerveau semble moins bien utiliser le glucose comme source d'énergie. Dans cette optique, les cétones représenteraient un carburant alternatif capable de nourrir plus directement les neurones et de contourner certaines difficultés métaboliques. C'est dans ce cadre que le texte recommande le jeûne intermittent, ainsi que des jeûnes prolongés de temps à autre, avec l'idée qu'ils permettent de produire davantage de cétones tout en activant certains mécanismes génétiques favorables au cerveau. Il suggère également l'usage de l'huile MCT qui favorise la production de cétones et mentionne aussi les cétones exogènes comme option complémentaire. Toujours dans la même logique de soutien, le texte parle ensuite de plusieurs éléments supplémentaires. D'abord le ginkgo biloba, en particulier l'extrait EGB 761, présenté comme intéressant pour offrir une protection neuronale chez les personnes concernées par la démence. Ensuite, le champignon Lion's Mane, décrit comme particulièrement fascinant dans les recherches autour de la cognition, avec des effets importants sur les fonctions mentales, selon l'auteur du document. Puis viennent les recommandations plus générales, mais toujours très importantes. Les oméga 3, surtout le DHA, que l'on trouve dans les poissons gras, l'huile de poisson et surtout l'huile de foie de morue. La vitamine D, le zinc, l'activité physique pour améliorer l'oxygénation cérébrale et bien sûr le sommeil. Le texte souligne que le manque de sommeil augmente le cortisol, donc le stress, et peut priver le cerveau d'une bonne oxygénation, ce qui aggrave encore les choses. Et c'est peut-être là l'un des messages les plus importants de l'ensemble. Le cerveau n'est pas isolé. Il dépend du sommeil, il dépend de l'oxygène, il dépend du métabolisme, il dépend de l'intestin, il dépend de la qualité des graisses consommées, il dépend des carences ou des excès, il dépend de l'inflammation, il dépend du rythme de vie. Autrement dit, prendre soin du cerveau, ce n'est pas juste faire travailler sa mémoire,
c'est aussi construire un terrain biologique plus stable, plus nourri, plus cohérent. Alors si l'on résume cette approche dans une voix off simple et claire, on pourrait dire ceci. Les signes précoces d'un déclin cognitif existent, mais ils doivent toujours être interprétés avec prudence. On peut retrouver parmi eux des difficultés à organiser, des changements de personnalité, de la constipation, des troubles sensoriels, des problèmes de langage et des difficultés d'orientation dans des lieux nouveaux. Mais aucun de ces signes, pris seul ou de façon occasionnelle, ne doit conduire à un diagnostic sauvage. Le contexte compte énormément. Stress, sommeil, glycémie, alimentation, tension émotionnelle, médicaments, fatigue. Ensuite, selon l'approche présentée dans le document, il existe des leviers importants à considérer très tôt. Vérifier les carences, notamment en vitamine B1, réduire l'alcool et les excès de glucides raffinés, améliorer le microbiote avec plus de diversité végétale et du jeûne. Envisager la suppression du gluten et des céréales dans certains contextes. Consommer davantage d'aliments biologiques et non OGM. Introduire des germes riches en sulforaphane. Soutenir l'utilisation des cétones avec le jeûne et l'huile MCT. Et compléter le terrain avec des oméga 3, de la vitamine D, du zinc, de l'exercice, du sommeil, ainsi que certains extraits comme le ginkgo ou le lion's mane. Mais au-delà même de toutes ces recommandations, il y a une idée plus large à retenir. Le cerveau parle souvent doucement avant de crier. Il envoie parfois de petits signaux, des oublis inhabituels, des hésitations plus fréquentes, des changements subtils, une fatigue cognitive, une désorganisation nouvelle, une perte de fluidité. Le vrai enjeu, ce n'est pas de paniquer, c'est d'apprendre à écouter tôt. Écouter tôt, cela veut dire observer avec lucidité, sans drame, chercher à comprendre sans se précipiter, soutenir le terrain avant que les choses ne s'installent, corriger ce qui peut l'être, prendre au sérieux le sommeil, l'intestin, la glycémie, la qualité de l'alimentation, le niveau de stress, les carences et l'hygiène de vie générale. Parce que très souvent, ce sont les petites négligences répétées qui fragilisent lentement le terrain. Et à l'inverse, ce sont parfois des changements cohérents, simples, réguliers et précoces qui permettent de reconstruire bien avant que la situation ne s'aggrave. Il est aussi essentiel de garder une attitude humaine. Si vous remarquez des signes chez un proche, ne devenez pas son correcteur permanent. Ne le placez pas sous surveillance psychologique constante. Ne transformez pas chaque oubli en preuve. N'ajoutez pas aux troubles possibles une couche de stress, de honte et de pression. Parfois, la meilleure aide commence par plus de calme, plus de douceur, plus d'observation juste et une vraie démarche médicale si la situation le demande. Parce qu'au fond, la santé cognitive ne se défend pas seulement avec des compléments ou des théories. Elle se défend aussi avec une relation plus apaisée au corps, au temps, au sommeil, à la nourriture, au stress, à l'intestin, à la fatigue et à la personne elle-même. Et c'est peut-être cela la leçon la plus profonde de cette approche. Le cerveau a besoin d'attention bien avant le moment où tout devient visible. Il a besoin de carburant, il a besoin de repos, il a besoin d'un terrain propre, il a besoin d'un intestin plus équilibré, il a besoin d'un mode de vie moins inflammatoire, il a besoin de régularité, il a besoin de prévention. Alors si vous retenez une seule chose aujourd'hui, retenez peut-être celle-ci. Ne banalisez pas les signaux, mais ne dramatisez pas non plus. Observez tôt, soutenez le terrain tôt, agissez tôt, et ne laissez pas la peur remplacer l'intelligence. Parce que plus on intervient tôt, plus il existe de marge pour protéger, nourrir et peut-être améliorer ce qui commence à vaciller. Et dans cette logique, attendre n'est pas toujours neutre.
Parfois, les premières étapes sont justement le moment le plus précieux pour faire quelque chose. En résumé, les signes précoces d'un déclin cognitif ne doivent jamais être pris à la légère, mais ils ne doivent pas non plus provoquer une panique immédiate. Le plus important, c'est d'observer tôt, de rester lucide, de ne pas tirer de conclusions hâtives, et de comprendre que le cerveau est profondément lié au sommeil, à l'alimentation, au microbiote, au stress, au métabolisme et à l'hygiène de vie générale. Plus on agit tôt pour soutenir le terrain, plus on donne au corps et au cerveau de meilleures chances de rester stable et de mieux fonctionner. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les signes précoces de la démence et l'importance de la prévention, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la santé, le cerveau et la nutrition. Écris en commentaire « Je protège mon cerveau dès aujourd'hui » et partage cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin de ces informations.